aujourd'hui, il y a la crise touche d'autres parties du pays, mais je vais parler surtout des régions du nord et des régions du centre qui font face aujourd'hui à une crise assez complexe. Il y a l'insécurité, il y a le conflit intercommunautaire, les multiples violations des droits de l'homme qui touchent de manière malheureusement disproportionnée les femmes, les jeunes et d'autres groupes marginalisés. Dans beaucoup de localités, les enseignants ne sont plus présents pour donner les cours. Les écoles sont abandonnées et beaucoup de parents ont été obligés de laisser leur zone de résidence avec leurs petites filles pour se mettre à l'abri soit dans des camps de réfugiés, dans des camps de déplacés ou bien carrément dans d'autres villes. Ce qui pose un véritable problème par rapport à l'éducation des filles. Et certaines filles ont été obligées d'être dans des mariages forcés parce que les parents ne disposaient pas de moyens pour les entretenir, pour s'occuper d'eux. Donc, se sont retrouvés dans des mariages forcés. L'accès aux services de santé, ça devient de plus en plus compliqué dans les zones de conflit. Imaginez pour une femme enceinte qui a du mal à faire les CPN, ça devient de plus en plus difficile pour celles qui vivent dans des zones de conflit. Donc, ça devient un problème, même la question de l'aide aussi. Comment avoir accès à l'aide pour les femmes, les jeunes femmes qui sont dans des zones de conflit? Cette question aussi, je pense que c'est important de la traiter parce que c'est de plus en plus difficile pour ces personnes d'avoir accès à l'aide et surtout l'aide médicale dans ces zones. Donc, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de défis sécuritaires, mais des défis qui sont aussi plus spécifiques aux femmes parce qu'elles sont femmes dans cette situation de conflit. Et ces populations sont aussi souvent exclues du processus de gouvernance locale. Quand je parle du processus de gouvernance locale, je parle par exemple au Mali, au niveau communal, nous avons un document qui est assez important, qui est le plan de développement économique, social et culturel. Donc, assez souvent, les femmes, les jeunes filles ne sont pas impliquées comme il faut dans l'élaboration parce que c'est vraiment un processus. Ça commence depuis à la base. Il y a les diagnostics communautaires, il y a les journées intercommunautaires. Après, il y a l'atelier de planification. Donc, si les femmes et les jeunes femmes ne sont pas impliquées depuis au niveau de la base, depuis au niveau villageois, au niveau des concertations villageoises, ça va être très difficile de prendre en compte leurs besoins spécifiques dans ces documents stratégiques. Alors qu'il se trouve que les actions qui sont pas programmées dans ce document au niveau communal, il est difficile de réaliser des initiatives dans ce sens. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est un premier problème. Mais ça, c'est par rapport à la planification, mais aussi tout ce qui est processus de gouvernance sécuritaire aussi. C'est la participation des femmes, des jeunes femmes n'est pas assez importante. Par exemple, au Mali, nous avons connu différents processus de paix, différents accords de paix. Le dernier accord, c'était l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. Et cet accord avait prévu des mécanismes pour faciliter sa mise en œuvre. Donc, il y avait différents mécanismes, le comité de suivi de l'accord, la commission DDR, la commission RSS, etc. Mais malheureusement, dans aucun mécanisme de mise en œuvre de l'accord, la participation des femmes n'était pas significative dans aucun de ces mécanismes, ce qui est un véritable problème. Donc, il est à déplorer aussi l'absence des mécanismes qui existent au niveau local et qui sont pas assez inclusifs, qui ne prennent pas en compte les femmes et les jeunes. Donc, en matière de tout ce qui, c'est-à-dire de façon générale, en matière de sécurité, prévention, gestion de conflits, lutte contre l'extrémisme violent, les mécanismes qui existent au niveau local ne sont pas des mécanismes qui prennent suffisamment en compte les femmes et les jeunes filles. Bon, maintenant, pour parler encore du contexte malien là, au niveau national, les autorités maliennes se sont retirées du dernier accord qu'on avait avec les groupes armés. Donc, aujourd'hui, il avait été mis en place par le président de la transition une commission pour élaborer une charte pour la paix et la réconciliation. Donc, la commission a rédigé un document
ce qu'il faut noter, c'est que normalement, c'est ce document qui doit remplacer l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais malheureusement, cette charte risque de faire face aux mêmes facteurs de blocage que le dernier accord que nous avons connu. D'abord, par rapport à la composition de ce document, il y a un problème parce que il y a très peu de femmes et très peu de jeunes, c'est-à-dire des femmes qui ont été là-bas au compte des organisations des femmes. La loi 052 qui avait été adoptée par le gouvernement du Mali, la loi 052 qui est une loi du genre qui dit qu'à chaque fois qu'il y a 70% de l'un des sexes, il faut forcément 30% de l'autre sexe. Donc, ça revient à dire que cette loi n'a pas été appliquée pour la désignation des membres de cette commission. Un autre aspect par rapport à cette charte, c'est que, comme vous le savez tous, il y a des problèmes politiques, le faible accès aux services sociaux de base, mais également le contexte de crise continue. Ils risqueront d'être vraiment des véritables facteurs des véritables facteurs de blocage pour la mise en œuvre de cette charte pour la paix et la réconciliation. La documentation des violations des droits des femmes ou bien le monitoring des violations des droits des femmes ne se fait pas comme ça. Il faut que l'organisation d'abord soit une organisation spécialisée dans ce sens et qui dispose des agents bien renforcés dans ce domaine. Parce que c'est pas un simple rapport qu'on rédige. C'est pas de la collecte de données ordinaire. Donc, ça fait appel à beaucoup de compétences. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui sont spécialisées dans le monitoring des violences, des violations des droits des femmes. Ça existe. Il y a des organisations qui font ce travail, qui arrivent à publier des rapports. Par exemple, nous, notre organisation, l'ONG SAVOPS, nous disposons des agents sur le terrain qui ont été renforcés plusieurs fois sur le monitoring des violences sexuelles liées au conflit et qui sont aujourd'hui au niveau local, qui sont basés au niveau local, qui arrivent à faire ce travail de monitoring. Parce que l'enjeu aussi, c'est quoi? C'est que ces zones-là, il y a quand on parle des zones de conflit, ça veut dire que c'est des zones qui sont très difficiles d'accès. Donc, si ce n'est pas des locaux qui sont sur place, qui ont des connaissances pour faire ce travail, ça va être très, très difficile. Parce que le rapport, tout le monde on peut rédiger le rapport après, mais pour pouvoir rédiger le rapport, il faut avoir des données. Donc, il faut avoir des personnes des personnes aussi qui ont les compétences nécessaires pour faire cette collecte de données-là. Parce qu'on ne collecte pas les données, les données de violation des droits des femmes de la même manière ça se fait pas de la même façon que les études ordinaires. C'est ce que je veux dire. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'organisations spécialisées dans ça. Et il n'y a pas aussi beaucoup d'organisations qui ont des agents spécialisés, renforcés pour faire ce travail de collecte. Donc, ça, c'est un premier problème. Mais je pense que les organisations qui ont déjà l'expérience de faire la collecte des violences destinées aux femmes qui ont l'expérience de la documentation des violations des droits des femmes. Ces organisations aussi doivent être soutenues pour pouvoir continuer ce travail. Parce que pourquoi ce travail doit se faire? C'est vrai que nous sommes dans un contexte de crise continue. Si on ne le fait pas, on croise les bras, on dit, bon, on attend la fin de la crise pour pouvoir documenter. Peut-être qu'on n'aura plus de preuves. Peut-être qu'il y aura très peu de victimes. Donc, même pour permettre à ces victimes-là de pouvoir se soulager, il faut leur donner la parole. Pour permettre à ces victimes-là d'avoir accès à la justice, il faut leur donner la parole. Et pour permettre aussi à ces victimes de bénéficier de réparation, la réparation, ça peut être morale, ça peut être financière, etc. Il faut leur donner la parole, il faut les approcher, il faut discuter avec eux, il faut prendre toutes les informations qu'il faut avec des canevas adaptés et après procéder à l'analyse de ces informations et à la publication de ces informations pour porter, pour permettre aux autorités, aux partenaires de savoir
ce qui est en train de se passer, ce dont les femmes sont victimes pendant cette période de crise. Par exemple, tu vas dire à quelqu'un, ah, tu sais, avec la crise, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Elles vont dire, bon, dans un autre pays, mais pas au Mali. Alors qu'au Mali, ça se passe. Mais tant qu'on ne documente pas, on ne saura pas. Et la documentation permet aussi de pouvoir mener des actions de plaidoyer, de pouvoir, de pouvoir faire comment on appelle, la recherche de fonds pour venir en aide à ces femmes-là. Même si on n'arrive pas à rendre justice tout de suite. Par exemple, nous, on avait un projet qui nous permettait non seulement de faire la collecte de données, de faire le rapportage, mais aussi d'initier des actions de renforcement des capacités professionnelles à l'endroit de ces femmes victimes, mais après aussi de les doter de kits d'installation pour qu'elles puissent travailler et vivre de ce qu'elles font. Ça, c'est très important. Mais je vois aussi qu'il y a des organisations aussi qui permettent, qui donnent de l'argent, qui financent ces femmes, ces victimes, mais sans formation professionnelle ou bien sans formation professionnelle en tant que telle, même si on met à leur disposition des moyens financiers, elles risqueront de ne pas pouvoir profiter de ces fonds comme il faut. Il y a plusieurs types de violences qui ciblent les femmes parce que seulement elles sont femmes. Ça, c'est important. Par exemple, c'est pas que les viols, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de types de violences qui ciblent les femmes dans ces zones-là parce qu'elles sont femmes. Et généralement aussi, les auteurs, tu peux pas cibler un seul groupe pour dire que c'est cette catégorie par exemple, dire que ce sont seulement, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Vous ne pouvez pas dire seulement que c'est tel groupe qui sont considérés comme des agresseurs. Les agresseurs, quand on parle de l'identité des agresseurs, ça peut être tout le monde. Ça peut être tout le monde. Ça peut être même des membres de la famille qui profitent de la vulnérabilité des femmes pour les agresser, qui profitent de la vulnérabilité des petites filles pour les agresser. Donc, les agresseurs sont nombreux. Les types de violations, il y a beaucoup de types de violations, mais aussi, malheureusement, ça se passe en temps de paix comme en temps de conflit. Et ça se passe dans les zones rurales comme dans les zones urbaines. Ça se passe aussi, ça peut se passer aussi même dans les domiciles, dans les lieux d'habitation de ces femmes et de ces jeunes femmes. Donc, vraiment, il faut un véritable travail. Ce travail-là doit continuer. Il faut un véritable travail d'information, de sensibilisation, d'éducation aux valeurs et faire comprendre aux personnes beaucoup de choses parce que si on ne fait pas ça, c'est vrai, on peut adopter des lois au niveau national, demander aux autorités de mettre en œuvre des lois, mais si les pratiques ne changent pas au niveau communautaire, ça va être très difficile de parvenir à l'atteinte des objectifs en matière des droits des femmes. Alors que le changement de comportement, tout ce qui est changement de comportement prend énormément de temps. C'est pourquoi il faut beaucoup de courage et de persévérance dans ce domaine-là. Il faut surtout pas lâcher. Il faut continuer à faire, mais aussi informer et sensibiliser aussi les victimes, non seulement les présumés auteurs, mais également les victimes et les faire comprendre aussi les faire prendre conscience du contexte actuel de crise, qui n'est pas une situation normale. Parce que dans une situation normale, il y a beaucoup de choses qui peuvent être contrôlées, mais quand nous sommes dans un contexte de crise, ce n'est pas possible. Même si les violations des droits des femmes se passent en temps de paix comme en temps de conflit. Les autorités, ils font des efforts, mais ils peuvent faire encore plus. Parce que pour ce qui concerne les rapports des violations, des droits des femmes, surtout, assez souvent, les autorités annoncent l'ouverture des enquêtes. Souvent, il y a des personnes qui sont arrêtées, mais souvent, il y a des enquêtes qui restent sans suite pour nous, les citoyens lambda. Peut-être que, comme le temps de la justice, ce n'est pas le temps d'un citoyen ordinaire. Peut-être que souvent, nous sommes pressés,
mais assez souvent quand même, l'État annonce l'ouverture des enquêtes. Et de plus en plus, il y a un phénomène qu'on observe sur les réseaux sociaux qui est encouragé, c'est que on voit des prises d'initiative de la part du département en charge des questions de genre au Mali par rapport aux personnes qui ciblent directement les femmes parce qu'elles sont femmes. Ça, c'est quelque chose qui est encouragé. Et aussi, nous voyons qu'il y a des individus aussi qui font l'objet de poursuites judiciaires pour avoir, comme je disais, pour avoir violé pour avoir violé des femmes, etc. Mais je pense qu'il y a il y a des efforts dans ce sens, mais on peut encore faire plus. On peut encore faire plus en termes en termes de sanctions. Mais là encore, je parle de Bamako, mais la limite, c'est dans les zones de conflit où souvent on a l'impression que l'État est absent, où il y a une faible présence de l'État. Donc, dans ces zones, les femmes qui sont victimes de violences, où est-ce qu'elles peuvent porter plainte? Sur qui elles peuvent compter pour les rendre justice. Donc, il y a ce problème-là. Pour les femmes qui sont dans les zones urbaines, les zones considérées comme stables, là, à chaque fois que et les organisations de défense des droits des femmes saisissent la justice par rapport à certaines situations, on voit qu'il y a des réactions. Il y a, il y a une réaction de la part de l'État. Mais le grand défi reste les femmes qui vivent dans les zones de conflit. Comment obtenir justice, comment obtenir réparation pour ces femmes-là? Au début, nous, on disait que non, il n'y a pas de conflit intercommunautaire. Et au Mali, non. Il y a surtout des groupes armés qui s'attaquent à tout ce qui est représentation de l'État. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des communautés qui se ciblent directement. J'ai pas envie de citer les noms de certaines communautés ou de certaines ethnies qui se ciblent directement, mais c'est une réalité aujourd'hui et c'est vraiment malheureux parce que s'il y a une cohésion entre les communautés, c'est elles qui peuvent aider l'État à assurer son rôle de sécurité au jour d'aujourd'hui. Mais s'il y a avec tout ce qu'on observe comme problème entre les différentes communautés, c'est difficile pour ces communautés de contribuer à la sécurisation de leur localité parce qu'aujourd'hui, on parle de sécurité, mais on parle surtout la réforme du secteur de la sécurité qui demande beaucoup le concours des populations pour l'atteinte des objectifs de l'État en matière de sécurité. Si les communautés entre elles-mêmes ne s'entendent pas, ça pose un véritable problème. Donc, c'est pas seulement les groupes armés qui constituent aujourd'hui, qui sont des sources d'insécurité, mais au sein même des communautés, il y a certains individus qui sont aujourd'hui des sources d'insécurité pour leur propre communauté, ce qui est un véritable problème. Donc vraiment, la crise a impacté la cohésion sociale entre les Maliens, même au niveau de Bamako, dans les grandes villes. Aujourd'hui, les débats sont assez tendus. Les débats sont assez tendus parce que c'est le prolongement de ce qui se passe au niveau local. Et nous sommes tous des représentants de nos villages, de nos ethnies au niveau de Bamako. Donc, quand tu vois que ton ethnie ou bien ta communauté à la base est touchée, ça te touche énormément. Donc, ça peut pousser les gens à avoir certains arguments ou bien avoir des positions qui ne sont pas vraiment objectives, mais surtout basées sur la passion. Dans le processus de gouvernance, les femmes et les femmes et les jeunes jouent et continuent de jouer vraiment un rôle très déterminant hein, dans ce processus actuel. Parce que quand on essaye de voir, il y a des femmes et des jeunes qui militent au niveau individuel. Par exemple, sur les cyberespaces, il y a des femmes et des jeunes qui militent au sein des organisations de la société civile, au sein d'autres organisations. Mais l'objectif est, de façon générale, ces différents groupes travaillent pour informer, pour sensibiliser le grand public sur le processus national, sur les différents documents qui existent en matière de cadre, mais aussi ces organisations font beaucoup d'actions de plaidoyer pour davantage impliquer les jeunes et les femmes dans le processus de paix.
ce qui est tout à fait normal pour respecter les principes de bonne gouvernance et les principes de droits humains. Mais aussi, ces organisations travaillent pour faire connaître les besoins sécuritaires spécifiques des femmes et des jeunes dans le processus de paix. Parce que si ce travail n'est pas fait, ce travail de faire connaître les besoins sécuritaires des femmes et des jeunes dans l'élaboration des politiques publiques de sécurité, dans l'adoption des lois, on va prendre des mesures qui ne concernent pas forcément ces groupes cibles. Donc, le fait de faire ce travail, ça permet de donner de l'information à l'État, mais aussi ça permet d'orienter les prises de décision de l'État. Et je pense qu'elles organisent aussi, les organisations des femmes organisent aussi beaucoup d'actions de renforcement des capacités. J'avais parlé des actions d'information. Elles participent à des débats, à des conférences, etc. Tout ça, c'est pour lever, c'est pour faire connaître davantage les besoins des femmes. C'est pour faire connaître l'importance de la participation des femmes dans ce processus. Même si jusque-là, on ne peut pas dire que cette participation, elle a un niveau top. C'est pas encore le cas. Mais je pense que le fait de continuer à faire ce travail de façon systématique, ça peut permettre aux femmes d'avoir un gain de cause un jour. Par exemple, la loi 052. Aujourd'hui, il y a des femmes qui disent que bon, c'est pas suffisant, on veut la parité. Mais quelques années avant cette loi, il y a eu beaucoup d'efforts il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions de la part des organisations des femmes, soutenues par des partenaires techniques et financiers pour nous permettre d'avoir cette loi-là aujourd'hui. Même si elle n'est pas appliquée comme il faut, mais quand même, c'est une avancée. C'est une avancée. On vient d'avoir une charte pour la paix. Malheureusement, je ne connais pas encore le contenu de cette charte-là, mais je me dis, si on doit mettre en place un processus de paix sur la base de ce qu'on a connu, de ce qu'on a vécu avec les différents processus de paix au Mali, il faut vraiment tout faire pour que ce processus-là soit inclusif. Pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire, tous les Maliens, on doit prendre en compte tous les Maliens, les différentes catégories des différentes localités du Mali. Parce que quand on parle d'un processus de paix nationale, si ce processus n'est pas inclusif, sincèrement, euh, ça ne peut pas aboutir. Ça peut pas aboutir. Et je pense que les Maliens sont fatigués, les femmes sont fatiguées, les jeunes sont fatigués parce que une crise qui dure des décennies et des décennies, c'est très compliqué pour beaucoup de personnes et pour l'État aussi, pour l'État. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, la chose la plus importante, c'est de faire tout pour que le processus soit inclusif. C'est ce qui peut nous empêcher de connaître une autre crise et, comme on dit en matière de justice transitionnelle, le recommencement. En étudiant les droits de l'homme, on nous dit que pour les droits humains, il y a 3 obligations qui s'imposent à l'État. D'abord, l'obligation de respecter les engagements pris, l'obligation de mettre en œuvre, c'est-à-dire concrétiser les engagements pris et l'obligation de protéger. Donc, pour les droits humains, ce sont ces 3 obligations. Je pense que je ne vais pas aller au-delà. Maintenant, pour ce qui concerne les femmes, je pense qu'il faut surtout, là aussi, il faut surtout travailler pour la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Parce que la première résolution de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, qui est la résolution 1325, contient tout. Les piliers de la résolution 1325, si on travaille pour la mise en œuvre de ces piliers-là, ça veut dire que on a fait l'essentiel. Par exemple, le pilier de la participation. Le pilier de la participation, le pilier protection, le pilier prévention, etc. Donc, si on travaille pour la réalisation de ces 3 piliers-là, ça veut dire qu'on a fait l'essentiel du boulot. Et pour ce qui concerne les jeunes femmes, je pense qu'il y a quelque chose de spécifique qu'il faut dire. Par exemple, le Mali n'a pas, contrairement à la résolution 1325, le Mali n'a pas un plan d'action national pour la résolution 2250. Donc, ça serait aussi bien de travailler pour mettre en place un plan d'action national pour la résolution 2250 des jeunes
qui parle surtout de la participation des jeunes dans les initiatives de prévention, de gestion des conflits, mais aussi de lutte contre l'extrémisme violent. Ça, c'est très important. Et autre chose aussi, c'est vraiment de renforcer les connaissances des femmes, des jeunes, dans tout ce qui est processus de paix, parce que ça les permet de bien se positionner par rapport aux actions futures.